Notre civilisation, notre système économique, notre système politique sont basés sur l'hypothèse que nous sommes pleinement rationnels. Mais cela est-il vraiment exact? Tout d'abord, je me permettrai de rappeler que la rationalité est une préoccupation relativement récente. En effet, si on s'intéresse à la littérature, qu'elle soit mythologique, fictionnelle ou historique, on se rendra compte que les comportements des protagonistes sont dictés par une force supérieure qu'ils appellent destin, fortune ou foi à partir du moment où émergent les religions monothéistes. Il faut attendre le XVIIe siècle pour qu'apparaisse dans le théâtre, chez Shakespeare en Angleterre ou Corneille en France, la figure du dilemme dans lequel le héros est confronté à un choix entre une option dictée par son devoir et une option dictée par ses motivations personnelles. Cependant, les philosophes, eux, sont intéressés au sujet depuis l'Antiquité classique. À partir du moment où Aristote, au IVe siècle, a défini la notion de logos, ou capacité à définir de façon rationnelle, deux écoles vont s'opposer. Les stoïciens, qui postulent que l'individu doit suivre la raison dans tous ses choix, et les épicuriens, qui, eux, proposent de dicter les choix à partir des motivations personnelles. À partir de la fin de l'Antiquité et du début du Moyen-Âge, les théologiens vont s'emparer du problème. Saint Augustin définit la notion de libre arbitre. Et la question est de savoir si l'individu est responsable de ses actes, ce qui, dans le cadre de la théologie chrétienne, va définir son devenir pour la vie éternelle. Accédera-t-il au paradis ou sera-t-il damné pour l'éternité? L'école scolastique parisienne de la Sorbonne va en faire son sujet de prédilection. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que l'étude de la rationalité s'émancipe de ces approches spéculatives pour entrer dans un formalisme mathématique. Et c'est Blaise Pascal qui, premier, propose cette approche avec son célèbre pari sur l'existence de Dieu. Il explique ce choix à partir d'un formalisme mathématique qu'on peut représenter sous la forme d'une matrice. Si je parie que Dieu existe et que Dieu existe, mon gain est infini, puisque je gagne la vie éternelle. Si je parie qu'il n'existe pas et qu'il existe, je gagne une valeur négative infinie, puisque je me retrouve damné pour l'éternité. Par contre, s'il n'existe pas, je gagne quelques années de jouissance sur Terre. Ainsi, l'espérance moyenne de ce choix est de moins l'infini plus n divisé par 2, donc moins l'infini. On voit donc que, selon Pascal, parier sur l'existence de Dieu revient à choisir entre deux options, celle qui a la valeur espérée maximale. Avec le siècle des Lumières, ce formalisme mathématique ne va plus s'appliquer à des sujets théologiques, mais à une problématique plus terre-à-terre, qui est celle de l'économie. Daniel Bernoulli est le premier à définir la notion d'utilité, qui est la valeur subjective accordée à une option. À partir de cette valeur subjective, Adam Smith va poser les fondements de l'économie. Dans son ouvrage « De la richesse des nations », il propose qu'un système économique se définisse comme la somme des comportements rationnels d'individus, d'agents, qui cherchent à optimiser leurs récompenses. C'est encore les bases de l'économie actuelle. Au XXe siècle, John von Neumann et Oscar Morgenstern vont proposer d'axiomatiser la notion de rationalité. Ils vont proposer 4 axiomes qui définissent le comportement rationnel. Si un comportement suit ces 4 axiomes, il est rationnel. S'il viole l'un de ces 4 axiomes, il ne l'est pas. Donc ces 4 axiomes, les voici. Le premier est celui de complétude, qui se définit comme suit. Étant donné un choix A et un choix B, si vous préférez A à B, vous ne pouvez pas préférer B à A. Le deuxième est celui de transitivité. Étant donné 3 choix possibles, A, B et C, si vous préférez A à B et B à C, alors vous devez préférer A à C. Le troisième est celui d'indépendance. Cette fois-ci encore, considérons 3 choix, A, B et C, et une probabilité P. Si vous préférez A à B, alors vous devez préférer P de A plus 1 moins P de C à P de B plus 1 moins P de C.
Et enfin, le dernier est celui de continuité. Étant donné A, B et C, si vous préférez A à B et B à C, vous devrez trouver une probabilité P pour laquelle P de A plus 1 moins P de C est plus ou moins égal à B. Nous verrons dans la prochaine capsule si nos comportements suivent effectivement ces axiomes.